C'est l'heure des combats de l'info avec Jean-Baptiste Rivoire, fondateur du Média of Investigation, et Gauthier Meignier, journaliste co-réalisateur du documentaire d'intérêt public Médias de haine, Objectif Guerre civile. Bonsoir messieurs. Salut Nadia. Vous êtes à la maison ici, très contente de vous recevoir ce soir pour échanger sur le sujet du dernier documentaire produit par Off Investigation, Médias de haine, Objectif Guerre civile. Ce long format réalisé par Emma Faiseau et par Tessoin Gauthier a atteint 500 000 vues en seulement 2 jours. Je vous propose de regarder un extrait du teaser. Nous ne sommes plus dans le respect de l'éthique journalistique. Nous sommes dans le commentaire. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire. Au service d'une idéologie qui est obsédée par l'immigration, l'identité et l'insécurité. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Le débat public en France est devenu un cloaque aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur... Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. C'est une séquence extrêmement pénible. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Quand je la revois, je me dis, mais comment j'ai fait pour supporter cette façon de faire? On est vraiment dans un dispositif piégeux. C'est insupportable, votre attitude, sur un plateau de télévision. On voit quand même bien le parti pris de Pascal Praud, qui n'est pas un arbitre, mais qui intervient presque en tant que partie prenante. Pourquoi ils investissent dans les médias, tous ces milliardaires? Pour contrôler la pensée, pour contrôler. Le seul parallèle qui peut être fait, c'est avec la presse d'il y a un siècle. C'était une presse corrompue, c'était une presse totalement instrumentalisée, et c'est une presse qui ensuite, pour l'essentiel, a sombré dans la collaboration. Et aujourd'hui, dans les médias Bolloré, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui restent parce qu'ils ont la trouille. Nous ne sommes plus dans le respect de l'éthique journalistique, nous sommes dans le commentaire au service d'une idéologie obsédée par l'immigration, l'identité et la sécurité. C'est ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés à ce degré de désinformation qui vient servir un projet de guerre civile? Et à qui ça profite? Gauthier Meignier. Depuis 2017, on s'est rendu compte que c'est un festival, quoi. On le voit bien dans le teaser, un festival, voilà, on assiste à un véritable putsch oligarchique de milliardaires classés à droite, voire à l'extrême droite, quoi, enfin à l'extrême droite, dont on le sait, qui vont tordre et instrumentaliser leurs médias, leurs marques de médias pour mettre en place une atmosphère de guerre civile, quoi, clairement, où la concorde est plus possible. Nous, on parle beaucoup de Bolloré, on a voulu quand même aussi raconter quand même l'histoire d'une contagion à l'ensemble des marques du PAF, quoi. Hein. Maintenant, on s'est intéressé à CNews, mais aussi à LCI du groupe Bouygues, BFM TV du groupe Altis, Patrick Drahi. Et on s'est rendu compte que la haine, en fait, est protéiforme, quoi, sur les plateaux, ce qu'on voit en tout cas. C'est une haine, on a construit le film comme ça. On a contamine ciblé, le champ médiatique. C'est ça, qui contamine le champ médiatique. Et on s'est rendu compte que c'est des haines qui sont pas... Voilà, globalement, on cible des catégories de la population. On cible les pauvres. Les pauvres, c'est des feignasses, des glandus qui veulent pas bosser. Un peu, c'est ce qui revient de plus en plus sur les plateaux. Une haine des étrangers, bien évidemment. Et ça, c'est Bolloré qui a ouvert le bal en octobre 2019, au moment où il recrute Zemmour, qui était condamné pour provocation à la haine raciale à ce moment-là. Une haine également, voilà, des musulmans également énormément. Les musulmans, c'est les ennemis de l'intérieur en gros, et maintenant la gauche énormément. Où là, il y a vraiment des outrances. On n'est plus dans l'info, là, on est vraiment dans la propagande. Donc voilà, la gauche antisémite, etc. On l'a vu beaucoup au moment d'Israël-Gaza, quoi. Donc c'est des machines de propagande, des machines de guerre, quoi, au service à des niveaux jamais atteints, quoi. C'est intéressant d'essayer de se demander un peu pourquoi, parce que ça, on le voit tous sur les plateaux. C'est vrai qu'on l'a tous vu, quoi. Après, la question un petit peu qu'on s'est posée aussi, c'est pourquoi on en arrive là. Et moi, je pense qu'il faut pas toujours dire les médias, on pense à des grands journaux, des grands machins. En fait, les médias contrôlés par les milliardaires. Aujourd'hui, c'est 6 personnes milliardaires qui tiennent ce système à 95% pour les médias privés, donc c'est quand même considérable. Donc c'est 6 personnes, quoi, qui tiennent l'information en France. Donc c'est ces gens-là qui donnent qui donnent le ton, qui donnent la ligne éditoriale et qui effectivement poussent à de la haine. On s'est un peu demandé pourquoi. C'est des gens très proches du pouvoir, très proches du président. Moi, j'ai une thèse, c'est qu'en fait, il y a eu quand même en France en 2018 une révolte assez forte de la base, venue des campagnes, des régions, de partout, de la droite, de la gauche. Les Gilets jaunes, il y avait quand même tout le monde.
Ils étaient tous d'accord pour dire, en fait, ceux qui sont en haut, ils se foutent de notre gueule, quoi. Et nous, on n'arrive plus à remplir de frigo, on souffre, etc. Donc, les puissants, nous, voilà, il y avait une fiscalité de Macron extrêmement pro-riche au détriment des pauvres, etc. Et je pense que ça fait peur au système et aux puissants, puisque tous les samedis, ils manifestaient, on l'a vu. Et je pense qu'il y a eu, notamment chez Bolloré, mais chez les autres, cette idée qu'il va falloir diviser ce peuple. Parce que si le peuple arrache les grilles de l'Élysée et sort le président qui était prêt à partir en hélicoptère, souvenez-vous, ça flippe en haut lieu. Et les milliardaires qui ont besoin du président pour leur business et qui aident le président à se faire élire, etc., flippe aussi. Donc ces gens se sont dit, il faut diviser. Alors diviser, on le raconte, tu le montres bien dans le film avec Emma, hein, c'est d'abord désigner les précaires, voilà, il faut les tuer, les torturer, les immigrés, les musulmans, et ainsi de suite. On va y venir, mais vous le rappelez effectivement très bien dans ce documentaire, ça comptait de mai 2017 que les médias contrôlés par les milliardaires vont soutenir la politique pro-business de Macron. Vous l'avez rappelé, ça passe par la stigmatisation de certaines catégories de la population, les plus précaires, les étrangers, les immigrés. Et vous avez mesuré justement l'obsession de CNews pour l'immigration. Vous avez examiné une journée type. C'est hallucinant. C'est celle du 18 septembre 2023. Cette semaine-là, l'île italienne de Lampedusa a vu débarquer des milliers de migrants africains fuyant la famine et la guerre. Regardez un peu cette coordination rapide. Cette semaine-là, l'île italienne de Lampedusa a vu débarquer des milliers de migrants africains fuyant la famine et la guerre. 7 h du matin, un envoyé spécial de CNews est sur place. Depuis plusieurs jours, l'île de Lampedusa est saturée par cet afflux massif de migrants. Ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest. 11 h, Elisabeth Lévy entre en scène chez Pascal Praud. Tant qu'on ne réduira pas ici, si vous voulez, l'attractivité de l'Europe pour les gens qui viennent... Alors il a fait une annonce ce matin, Gérald Darmanin. 14 h, des reportages bien angoissants. Et puis on se rend compte que les Parisiens également sont confrontés à cette crise migratoire. J'étais insultée, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais menacée. Quelqu'un me disait, je sais où tu habites, je viendrai t'égorger. 14 h 30, ces migrants qu'on doit soigner. La plupart, à l'arrivée, bénéficient de ce qu'on appelle l'aide médicale d'État. Ils ont un accès aux soins qui est gratuit. Ça pèse assez lourd sur les comptes de l'État. Vous avez quelques chiffres, j'imagine. Oui, alors c'est beaucoup d'argent. 16 h 30, ces migrants qui nous coûtent cher. De ce que je comprends, vous vous intéressez au chiffrage de ce qu'on appelle le coût de l'immigration. 19 h, ces migrants criminels. On retrouve, et j'en déduis, dans la délinquance, vous savez, les déséquilibrés, les réseaux de criminels, les dettes que vous avez sur les réseaux de criminels qui vous ont fait passer. On a 25% d'étrangers en prison, tout le monde connaît ce chiffre par cœur. Et le lendemain matin, après avoir bastonné pendant 24 heures... Bienvenue et bonjour, Jordan Bardella. Un invité de choix. Bonjour Madame Mabrouk. On est là face à une immigration qui est une immigration de fait accompli. Les peuples d'Europe... De ce que je comprends, vous vous intéressez au chiffrage de ce qu'on appelle le coût de l'immigration. 19 h, ces migrants criminels. On retrouve, et j'en déduis, dans la délinquance, vous savez, les déséquilibrés, les réseaux de criminels, les dettes que vous avez sur les réseaux de criminels qui vous ont fait passer. On a 25% d'étrangers en prison, tout le monde connaît ce chiffre par cœur. Et le lendemain matin, après avoir bastonné pendant 24 heures... Je trouve que cet extrait terrible, franchement ça fait froid dans le dos. On voit vraiment des soldats qui viennent répondre à un ordre qui vient d'en haut. On est typique dans la mécanique CNews, quoi. On part d'un fait d'information. En conférence de rédaction, en fait, tous les jours, CNews, ils ont Thomas Bauder, directeur de la chaîne, il sélectionne 3 majeurs d'informations dans la journée, des informations piochées à valeur actuelle, etc. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est lui qui distribue les sujets. Ça, il distribue les sujets en conférence de rédaction. Et ça, aujourd'hui, le 18 novembre, c'est Lampedusa qu'il faut bastonner. Donc, il commence la matinée avec un élément d'information, donc là, on est dans l'info. Et après, progressivement, la mécanique ils vont prendre cette fait d'information pour dérouler, en fait, ils vont passer de l'information à l'opinion, ils vont dérouler à ce moment-là. Donc là, ils partent de Lampedusa, et c'est migrants, machin, on va partir sur, on doit les soigner, machin, etc. On fait des reportages dans le 19e sur l'insécurité, etc. Donc, ils découvert dans une enquête sur BFM TV il y a quelques mois qu'il y avait aussi la même mécanique chez FOGL, c'est-à-dire ils décident le matin avec 3-4 chefs, bon alors les 3 trucs du jour c'est quoi, et ils bastonnent comme si l'idée c'était d'imprimer sur l'opinion, il faut conditionner l'opinion tout le temps. Donc les 3 trucs importants, c'est ça. Et puis à partir de là, c'est sûr que dans la journée, vous allez toujours avoir un fait divers ou un truc qui concerne un OQTF. C'est des choix éditoriaux extrêmement orientés, quoi. Et après, on part de ça, et puis après, on invite des politiciens, etc. Souvent. C'est bien articulé, bien coordonné. C'est vraiment pensé. Enfin, on pourrait nous dire, non, vous êtes des complotistes. Et en fait, dans ce court extrait, vous faites la démonstration
qu'effectivement, ça vient servir une idéologie et on n'est plus forcément dans du journalisme, mais dans l'opinion. C'est ce que Hervé Brussini, un journaliste président du Pré Albert Londres, que vous avez rencontré, il dit on n'est même plus dans l'opinion. Oui, il dit on est dans... Enfin, lui, il dit qu'on abîme les faits, quoi. En fait, on est dans la propagande. Je crois qu'il faut simplifier les choses. Hein. C'est de la propagande. La propagande, c'est toujours subtil. C'est-à-dire qu'il y a de l'information. On travaille avec une matière réelle. On présente des faits qui ne sont pas forcément inventés. Hein. On a un exemple dans le film d'un jeune reporter d'Europe 1 à qui on dit « T'arrives à Aurillac, dans le Cantal, qui est une ville très calme. Fais-nous un sujet sur l'insécurité. » Alors, il cherche l'insécurité à Aurillac. Il ne trouve pas grand-chose. S'il trouve deux mamies qui disent « Oui, j'ai un peu peur des cambriolages. » Bon. Donc, vous forcez le trait tout le temps. Et donc, les mamies, il ne les a pas inventées. Et n'empêche que c'est que là-dessus qu'on met le focus. Donc c'est de la propagande. Et vraiment, il faut que les gens de ce pays se méfient terriblement de ces grands médias. Alors, ils sont plus ou moins caricaturaux, hein, évidemment. Certains oligarques sont un peu plus respectueux de l'info que d'autres. Mais globalement, notamment dans l'audiovisuel, c'est quand même un énorme problème de propagande, d'orientation, etc. Et le problème, c'est que les politiques en France laissent le public face à ces chaînes. C'est pas évident d'avoir une chaîne toute info qui ne serait pas de la propagande. Tu cherches... Voilà, il y a peut-être des médias AD, mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose quand même. Et ces gens occupent des espaces publics de diffusion, avec parfois des subventions publiques, et ils nous martèlent le cerveau, quoi. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Là, on est dans des situations quand même où la population française est incandescente, les gens veulent s'entretuer. Enfin, il y a un problème, quoi. Parfois, on est vraiment dans le reportage bidonné. On raconte aussi à Roubaix, à un moment donné, on a l'extrait. Un reporter. Et c'est super. Tu fais le lancement, Gauthier Médier, on voit le journaliste. Hein. C'est effectivement notre prochain magnéto. Les médias mainstream iront jusqu'à créer de faux reportages pour apporter leur contribution ici à la construction du problème musulman. Il y a un des rédacteurs en chef adjoint à l'époque qui m'avait appelé pour dire en gros on veut un sujet pour montrer qu'il y a d'autres quartiers ailleurs en France qui sont aussi aux mains de communautaristes, de fanatiques religieux, etc. Et donc va voir du côté de Roubaix ou du côté de Montrouge et genre tu devrais trouver ça. Et on veut le sujet pour samedi matin. Et on était jeudi soir à 17h. Ça n'avait aucun sens, évidemment. Donc, du coup, tout le monde a refusé de me parler. Donc, moi, je ne pouvais pas faire de sujet. Et finalement, c'est le directeur de l'information de la chaîne, à savoir Thomas Bonner, qui a demandé ouvertement de faire absolument le sujet. Et que pour ça, j'avais qu'à aller tendre mon micro aux élus locaux roubaisiens du Front National. Et qu'ensuite, j'avais qu'à aller filmer... des boucheries halal et des gens de là-bas dans la rue et que du coup ça suffirait à pouvoir monter un sujet à Paris. Comme il refuse, CNews va bricoler un sujet avec quelques images de Roubaix commentées par des élus RN de l'autre bout de la France. Tu le disais tout à l'heure, Gauthier, chez Bolloré, le musulman, c'est l'ennemi intérieur et c'est une cible qui rapporte. Comment expliquer que l'islamophobie booste les audiences ? C'est vrai que Zemmour cartonne, a cartonné quand il était à CNews. Bon, après, je veux dire, il y a un fond en France depuis très longtemps qui a été pétainiste, il y a un fond antisémite, il y a un fond islamophobe, il y a un fond raciste, enfin, c'est clair, quoi. Et quand vous jouez là-dessus, vous mettez de l'huile sur le feu, vous allez séduire une partie de l'électorat. On a une histoire quand même particulière avec la guerre d'Algérie, il y a une arabophobie aussi quand même rampante qui, quand même... Voilà. De toute façon, il y a des vieilles plaies dans l'histoire de France qui n'ont jamais été vraiment examinées de près. Hein. Effectivement, tu fais allusion à la période coloniale. Enfin, je veux dire, il y a eu une violence coloniale considérable. Il y a eu des peuples qui se sont libérés avec à la pointe du fusil. Enfin, tout ça n'a jamais été regardé en face par la France. Enfin, soyons clairs. Déjà, à la Seconde Guerre mondiale, on a du mal à reconnaître qu'on a quand même été quasiment tous des collabos, quoi. Enfin, pardon, à part quelques-uns qui ont pris les fusils, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et la guerre d'Algérie, par exemple, un énorme traumatisme des deux côtés. Je rappelle quand même que, pour revenir un tout petit peu sur l'Algérie, un pays dans lequel j'ai grandi, quoi. Enfin, on conquiert l'Algérie en 1830, on commence par tuer à peu près ou déporter le tiers de la population algérienne. Donc, la position de la France en Algérie est quand même très particulière depuis le début, et on continue à être dans le déni de ça. Il y a octobre 61. Enfin bon. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a un problème de haine des Arabes en France, soyons clairs, et il y a un problème de non-reconnaissance de la violence de la République vis-à-vis de ces populations. Et pour aller au-delà, moi, je pense que de toute façon, la France a toujours été dans un système d'assimilation, comme dit Sarkozy, c'est-à-dire vous êtes étranger, il n'y a pas de problème, mais alors par contre, votre langue, oubliez-la.
vos prénoms, si vous pouviez plutôt vous appeler Corinne ou Michel, ça serait mieux. Et la religion, si vous pouviez ne pas en avoir, ça serait mieux. C'est quand même comme ça que la République s'est imposée, notamment en Afrique du Nord. Et moi, je pense que les premières générations ont courbé les chines parce qu'elles avaient peur qu'elles venaient travailler en France pour construire les années 60 et les 30 glorieuses. Et que les générations d'après, à force de se soumettre, de se faire cracher la figure, on finit par dire à la République, mais alors attendez, en fait, pourquoi je devrais avoir honte de ce que je suis, de mon histoire, de ma religion? Parce qu'en fait, ça marche pas. On n'élève pas ses enfants avec la honte de ce qu'ils sont. Donc à un moment donné, on a aujourd'hui, effectivement, enfin, l'extrême droite remarque quelque chose qui est vrai. Il y a des gens dans les quartiers qui disent, mais en fait, j'en ai marre d'avoir honte d'être musulman. Bon. Et là, c'est un scandale en France. Mais tu pourrais quand même continuer à avoir honte d'être maghrébin ou musulman. Ben non, les jeunes, ils disent, ben non, en fait j'ai besoin d'avoir une identité dont je suis fier, comme toi d'ailleurs, qui est français. Tu vois. Donc tout le monde dit, en fait, respecte mon histoire, mes parents, mes grands-parents. Et là, ça coince. Il y a des Français qui voudraient qu'on soit. Et encore récemment, Sarkozy ou même Pascal Praud, c'est la même ligne, nous disait, il faut l'assimilation, c'est-à-dire oublier qui vous êtes. Mais depuis quand Pascal Praud ou Vincent Bolloré doivent oublier qu'ils sont bretons ou d'extrême droite? Enfin, personne ne leur demande d'oublier ça, ils ne le feraient pas. Mais on a un problème en France d'accepter voilà, on ne vient pas tous du même endroit, on n'a pas tous la même histoire, et pourtant on est tous en train de construire quelque chose dans ce pays. Quoi. Et taper sur les musulmans est tellement porteur que CNews devient la première chaîne d'info devant BFM, et donc Marco-Olivier Fogel à BFM va tenter d'imiter CNews. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des nuances entre les chaînes d'info, c'est-à-dire que Bolloré c'est trash, xénophobe, islamophobe, ça c'est la balle. Les BFM LCI, c'est pas si xénophobe, c'est pas si trash en fait, mais c'est islamophobe quoi. En fait, c'est le racisme de salon quoi, l'islamophobie quoi, aujourd'hui en France. Et ce qui a montré aussi, je trouve, le conflit Israël-Gaza, moi qui je trouve très spectaculaire dans votre doc, c'est que, quand même, Patrick Drahi, Arthur Dreyfus à BFM TV. On découvre que les deux interviennent personnellement pour que sur la ligne de la chaîne, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'embarrasser Netanyahou avec tu vois, l'ancien patron de Médecins sans frontières qui vient parler de la souffrance des Palestiniens, c'est encore trop Patrick Drahi. Donc il intervient pour qu'il soit plus, Henri Morvan soit plus invité sur la chaîne. Quand le chroniqueur Salim Derkaoui a le malheur de dire attendez, le Hamas, c'est pas tous les Palestiniens, tout le monde lui tombe dessus. Et voilà, et le fils Klarsfeld lui explique qu'il est membre du Hamas. Enfin, c'est un truc de fou. Et on a là des incendiaires à la tête de ces chaînes. Enfin, je veux dire, Drahi avec I24 News qui intoxique les Français via BFM TV avec des fake news, c'est quand même un énorme problème quand on a un conflit de cette gravité avec autant de civils qui meurent, d'avoir des gens qui mettent de l'huile sur le feu en permanence dans une chaîne en France avec un Arcom et des politiques qui ne bougent pas une oreille, quoi. Je veux dire, là, il y a une responsabilité politique considérable. Et là, ça atteint des limites avec BFM TV et la propagande pro-israélienne qui est absolument surréaliste, avec des millions de gens ici qui voient les Palestiniens mourir, et pas que les Arabes. Hein. Je veux dire, on peut avoir un cœur sans être arabe, tu vois. Enfin, mais tout le monde voit bien que ça dérive, quoi. Ça va pas. Enfin, même l'ONU nous dit, mais vous êtes devenus fous, quoi. Ouais. C'est des niveaux jamais atteints. Moi, ma maman qui regarde un peu la télé dans les années 90-2000, qui ne la regarde plus régulièrement, elle me dit mais je n'ai jamais vu ça quoi. Enfin, on ne voyait pas nous ça dans les années 90-2000. Bon, il y avait TF1 qui jouait un peu sur les faits divers, l'insécurité, etc. Mais ils étaient sarkozystes, mais il y avait quand même plus d'équilibre dans une situation où autant de civils tués par des bombes. Tu vois, enfin, c'est évident qu'à Gaza, les bombes elles tuent tout le monde, il y a un problème quoi. Enfin, moi je pense pas qu'il y a 20 ans ça serait passé, c'est pas possible. Là c'est décomplexé, mais c'est insupportable quoi. Un compresseur. Qui est assez, vous le rappelez dans ce documentaire que l'islamophobie dans les médias va atteindre un peu quelque part son point culminant en fin 2023 avec l'attaque du 7 octobre. Et les milliardaires les médias contrôlés par les milliardaires vont aussi faire payer à la France insoumise son soutien au peuple palestinien. Et la gauche va devenir la nouvelle cible. Les médias vont tout faire, les médias contrôlés par les milliardaires vont tout faire pour tenter de faire croire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Oui, c'est vraiment surréaliste. Et ce qui est intéressant aussi dans la construction du doc, c'est de montrer qu'en fait, c'est pas juste un problème de Rassemblement national ou islam. Enfin, en fait, encore une fois, les gens qui tiennent ces médias ont besoin de soutenir le pouvoir, que leurs petits intérêts soient pas menacés, et donc ils vont créer des cibles. Et donc ça a été les pauvres, ça a été les immigrés, ça a été les musulmans. Et à la fin, même ceux qui sont des politiques français qui disent excusez-nous, il y a quand même beaucoup de civils qui meurent à Gaza, il y a des crimes de guerre extrêmement graves, ça devient une cible. C'est-à-dire que même de Villepin, par exemple, ressent l'antisémitisme. Et non seulement, voilà, on accuse la FI d'antisémitisme, alors que rappelons quand même que les seuls condamnés pour antisémitisme en France, c'est plutôt du côté de Jean-Marie Le Pen que ça se passe. Et même Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Chirac, qui est un mec de droite, qui a juste dit non aux Américains pour envahir l'Irak il y a quelques années, serait un antisémite d'après BHL. Et vous avez des chaînes info publiques, France Info, qui relaient. Alors BHL, il a dit vous êtes antisémite, mais ça va s'arrêter où en fait? Je veux dire, on parle pas d'antisémitisme, on parle de Gaza. Enfin, je sais pas. On met quand même en lumière aussi qu'il y a quand même, à un moment donné, il y a un témoignage d'un reporter de CNews qui raconte qu'il était à l'imprimante à un moment donné
comment il réglait ses notes de frais, etc. Et là, il y a Pascal Praud, animateur de CNews de l'heure des pros, qui arrive et qui défend le maréchal Pétain, quoi. Donc en fait, il cible la gauche continuellement avec la gauche est antisémite, etc. Puis en fait, dans les couloirs, ils défendent un maréchal Pétain qui a quand même livré 24 000 juifs français aux nazis, quoi. Voilà, quoi, et qui serrait la main à Hitler en 40, quoi, voilà, à Montoire. Mais encore une fois, si on se dit c'est fou, tous les médias qui suivent cette ligne incroyablement islamophobe et enfin, non, il faut arrêter. C'est pas les Français, c'est même pas les journalistes en fait. C'est encore une fois 5 bons hommes qui ont nommé des cadres à la tête de ces médias qui les font marcher à marche forcée pour faire de la propagande. Donc en fait, ils sont relativement isolés. D'ailleurs, c'est ce que dit Salim Derkaoui à propos de BFM. Il dit en fait, ces gens ne sont pas si nombreux que ça. C'est des cadres bien payés qui ressemblent aux macronistes. Ils ont peur du peuple parce qu'en fait, ils sont minoritaires. C'est-à-dire que nous, il faut aussi qu'on prenne conscience qu'on est quand même nombreux dans ce pays. Moi, j'ai pas envie de me disputer avec mon copain Riyad. Enfin, je veux dire, il y a aussi beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de gens qui collaborent. Il y a aussi beaucoup de bonne volonté et on y arrive. On tient le pays parce qu'on se dispute pas. Et ces fauteurs de guerre, en fait, faut pas les écouter. Ils sont pas si puissants que ça. Et c'est pas eux enfin, ils sont isolés en fait, ces gens. C'est bien de le rappeler. Et vous indiquez aussi dans ce documentaire comment l'admiration pour Pétain, la détestation des immigrés, des étrangers, la détestation des communistes, eh bien, ça rappelle quand même les dérives des médias lors de l'époque de l'entre-deux-guerres. Voilà comment cette grande presse industrielle avait basculé du côté du nazisme. Et donc, du coup, ces médias-là pourrait nous faire basculer de la même façon dans une guerre civile. C'est un peu le même phénomène. Enfin, c'est ce que dit François Bonnel, l'ancien de Mediapart, qui a fondé le Fonds pour une presse libre. Mais effectivement, il y a un parallèle qui est remarqué aussi par Alexis Lévrier, historien des médias. Enfin, le parallèle avec les années 30 est quand même très fort. Regardez un peu la presse des années 30, franchement, on peut faire vite des parallèles. Voilà, on parle de judéo-bolchevisme, ça nous fait penser à l'islamo-gauchisme. La haine de la FI, ça nous fait penser à la haine des cocos dans les années 30. Voilà, c'est assez. Il y a des caricatures d'étrangers, on caricature les Chinois qui arrivent en France, etc. Enfin, ça rappelle un peu les caricatures antisémites avec les gros nez dans les années 30 de la presse française. C'est assez plongé un peu dans la presse des années 30 d'extrême droite. Il y a des parallèles assez. Je pense qu'en France, il faut quand même qu'on s'arrête 2 secondes sur notre rapport à l'étranger, notre rapport aux Juifs, aux Arabes. Enfin, je veux dire, stop, quoi. On a quand même un vieux problème psychanalytique assez ancien, je trouve quand même très très profond, qu'on devrait un peu interroger, parce que je suis pas sûr qu'il y ait une telle haine chez nos voisins européens. Enfin, si, ça peut exister aussi, l'extrême droite est partout. Mais enfin, c'est obsessionnel. Interrogeons-nous quand même sur notre histoire, notre rapport à l'autre, parce que, enfin, je sais pas, c'est quoi le but? C'est de faire l'apartheid, que des Blancs, des Gaulois, d'abord, c'est n'importe quoi. La France est construite par des Polonais, des Italiens. Enfin, ça va, quoi. On se rend pas compte qu'on est quand même aussi écouté dans les pays du Maghreb, etc. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Ils voient comment on déconne quand même à un moment donné. Et on est beaucoup relayé par... il y avait Al Jazeera qui avait notamment repéré le doc. On est beaucoup repéré dans les pays du... Je répondais à une radio marocaine il y a 2 jours. La journaliste me disait, mais on est un peu dévasté en fait. Quand on voit ça depuis le Maroc, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en France, quoi? C'est-à-dire que ça devient quand même flippant, quoi. Alors, vous concluez quand même ce documentaire sur des notes positives, heureusement. Vous parlez de ces reporters qui vont se mobiliser contre la haine et vous revenez sur cet épisode, novembre 2021. L'association Reporters sans frontières demandait à l'Arcom de vérifier si la chaîne Bolloré respectait bien son obligation de pluralisme. Tu le disais tout à l'heure, l'Arcom est assez inerte, silencieux. Il a fallu taper... C'est injuste. Des fois, ils en trouvent une paupière quand même. Hein. Ouais, ils en trouvent, voilà. Un tout petit peu. Mais trop peu, et donc le Conseil d'État est saisi. Vous pouvez peut-être revenir sur cette décision qui a fait trembler, vaciller, en tout cas qui a provoqué la colère de l'Empire Bolloré. C'est pas rien. C'est-à-dire que voilà, quand RSF relève quand même quelque chose de... Voilà, depuis les années 90-2000, on comptabilisait le temps politique, le temps temps d'antenne politique, etc. RSF, en fait, on se rend compte que sur le plateau de CNews, en fait, il y a des éditorialistes, des journalistes qui partagent tous la même opinion, ils ne sont pas encartés des partis politiques, etc. Quand RSF lève le doigt et dit on relève cette hypocrisie, etc., devant le Conseil d'État va leur donner raison. Ils vont se prendre un torrent de boue, de merde sur la gueule à un moment donné sur cette affaire RSF. Après, je trouve que cette affaire montre aussi un tout petit peu une hypocrisie française, c'est-à-dire cette idée que mais il faudrait peut-être respecter les lois. Tiens, le Conseil d'État dit oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelques chroniqueurs un peu fachos, machin, ça. Donc, et tout le monde se dit génial, le Conseil d'État va régler le problème. Enfin, franchement, on peut compter les temps de parole. De toute façon, les autres ils s'en foutent déjà. Et puis de toute façon, CNews paieront les amendes s'il faut les payer. CNews n'a pas été interdit par l'Arcom jusqu'à nouvel ordre, donc ils vont continuer en fait dans un total déséquilibre politique. Donc je pense qu'en fait, tant que les milliardaires tiennent ces chaînes et qu'ils ont le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent, parce que de toute façon les politiques pactisent avec eux et que Macron n'a aucune envie de siffler la fin de la récré et d'instaurer quelques règles, de toute façon ça va continuer. Donc après ils ont hurlé contre RSF parce qu'effectivement la vie du Conseil d'État les gêne un petit peu, et puis ils ont perdu quand même la fréquence de C8. Mais franchement, il y a un problème structurel de la propriété des médias en France, et à supposer que ce soit la propriété de grands groupes capitalistes, à part les médias indés, au moins fixons quelques règles du jeu démocratique.
démocratie. Il n'y a pas de pays démocratique qui fonctionne sans une presse saine. Et en France, franchement, la presse est extrêmement Donc, malade. lutter contre les médias de haine, c'est lutter contre la concentration des médias. Ton combat. Ouais, bah depuis évidemment, des années. évidemment. Et puis surtout, enfin voilà quoi. Enfin, mais les citoyens le savent. Hein. Je pense qu'il faut vraiment regarder les médias indés, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs opinions. Mais c'est des médias financés par des citoyens. Il faut sortir de cette espèce de prise en otage par les annonceurs publicitaires, les actionnaires. Enfin, en plus, voilà, en France, en ce moment, il y a quand même une très, très grande proximité entre le pouvoir et ses actionnaires. Et encore, on est sous Macron. Enfin, imaginez demain, si le RN arrive au pouvoir avec 5 milliardaires d'extrême droite qui tiennent tous les médias, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc là, il faut vraiment bouger et réagir, quoi. On parlait de C8, mais voilà, sur la réattribution, vous êtes bien placé pour le savoir, réattribution des fréquences TNT, voilà, on donne une chaîne de télévision à Kretinsky et Raphaël Enthoven, les chantres du printemps républicain, qui déversent depuis, comme si on les voyait pas assez autant sur BFM, Caroline Forest, Raphaël Enthoven, qui déversent une islamophobie de salon, un peu comme on disait. Voilà, à longueur d'antenne. J'ai jamais trouvé des procès à la LFI à longueur d'antenne, donc ces gens-là, ils ont micro ouvert et on leur ouvre une chaîne. Mais moi, j'ai pas trouvé Roch-Olivier Mestre, le patron du gendarme français de l'audiovisuel, très, très choqué par ce qui se passe sur les chaînes d'extrême droite. Je rappelle quand même qu'il était le conseiller de Chirac. Il est connu pour avoir fait disparaître de la mairie de Paris des dossiers embarrassants pour Jacques Chirac depuis il y a 25 ans. Hein, c'est un magistrat. Donc voilà quelqu'un qui est quand même bien installé dans le système de la droite française et qui a, je sais même pas s'il voit en fait ce que plein de gens voient en France. Parce que c'est une autorité administrative indépendante, mais le président est nommé. Alors indépendante, ça c'est la spécialité française. Tout le monde est indépendant, personne n'est indépendant. Ça c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin, c'est comme la télévision publique qui est indépendante alors qu'elle dépend à 100% du pouvoir maintenant pour être financée. Donc il faut aller tous les ans demander s'il vous plaît un budget quasiment au président. Mais à part ça, les mecs pensent qu'ils sont indépendants et donc l'Arcom serait indépendante. On se fout de notre gueule, quoi. L'Arcom, son président est nommé par Macron. Donc franchement, non mais c'est une vaste blague, quoi. Il n'y a pas d'indépendance. Le président tient énormément de pouvoir dans ce pays et les autorités qui seraient censées rétablir les choses le font pas. Mais on est gangréné jusqu'au sommet de l'État, quoi. Il y a un problème de pouvoir, quoi. Je vais faire peut-être un peu parce que c'est dans le cadre d'une saison 3. Oui. C'est le premier épisode de la saison 3 sur les médias, la relation des médias avec les politiques. Oui. Là, on parle pas trop des politiques, etc. En fait, de comment on en est arrivé là, finalement. C'est plutôt un état des lieux, en fait, là, un instantané de ce qui se passe aujourd'hui sur les plateaux. Voilà, ce qu'on veut faire sur la saison, et tous les 2 mois ou tous les mois, on va en balancer un. On aimerait bien avoir du fric pour le faire. C'est vraiment replonger dans 20 ans d'histoire contemporaine de la presse pour savoir comment on en est arrivé là et la responsabilité des politiques. Parce que maintenant, il faut aller chercher qui. Voilà, là c'est le bordel. Il faut aller chercher qui a laissé ça se faire. Et c'est beaucoup Hollande et beaucoup Macron, quoi. Il faut des sous pour ça, pour faire ce travail d'enquête, pour faire ce travail de documentation. Hervé Brudini, j'ai encore envie de le citer, journaliste président du prix Albert Londres, disait que le journalisme est un pourvoyeur de lumière. Vous êtes, Investigation, des pourvoyeurs de lumière. Essayons, hein. On essaye, mais c'est cher et on n'a pas de sous. Enfin, c'est chaud quand même. Là, la campagne démarre lentement, mais franchement, je te fais court. Il nous faut, pour faire 8 épisodes comme ça, il nous faut au bas mot 300 000 €, quoi. Et encore, hein, tout le monde fait des gros efforts pour pas être trop payé. On économise chaque euro. Et bon, voilà, là, on a une campagne de dons qui commence à être à 20 000 €. Donc voilà, c'est pas du tout gagné. Et donc, on n'est pas sûr de pouvoir la faire cette saison. Mais on en arrive à un moment des fois, on baisse un peu les bras. Moi, ça fait 3 ans que je suis pas payé. On se dit, après, si la population de ce pays se mobilise pas pour financer ce genre de documentaire, il y a un moment donné, on va faire autre chose, quoi. C'est terrible, il y a quand même 500 000 vues, donc on voit l'intérêt quand même des Français, hein, finalement, pour ces sujets-là, mais ils ont quand même du mal à donner. Oui, après, c'est peut-être aussi les gens sensibles à ce thème-là sont peut-être des gens qui ne sont pas non plus les plus riches de France. 1 euro, 500 000 personnes qui regardent, ça fait 500 000 €. C'est gagné, ça vous fait votre saison raison, et la prochaine. Non, mais après, ça va marcher sur la durée. Mais c'est vrai qu'il faut que les gens soient conscients que c'est un combat et qu'il faut que les gens... nous, on n'a pas l'argent des milliardaires, donc si on n'a pas les gens avec nous, on foire, quoi, on arrête, quoi. Peut-être le dernier mot au co-réalisateur de ce documentaire. Oui, le prochain épisode, c'est comment on est arrivé là, c'est Hollande, en fait tout ça, tout Bolloré, Hollande et les médias, la grande hypocrisie. En fait, on raconte comment, c'est peu connu en fait, hein, parce que Bolloré rachète Canal+ et CNews en 2015 et c'est sous son quinquennat. Et on va raconter comment, en fait, il l'a beaucoup aidé à racheter Canal+ et il dira rien sur la dévastation de Canal+, des guignols, etc. Donc en fait, comment on est arrivé là, voilà. Il y a une grande hypocrisie de Hollande et sur la nomination d'Ernotte à la tête de France Télé en 2015, il avait prétendu ne pas s'en mêler, mais en fait, voilà, il a une techno compatible avec les socialos. Il va beaucoup aider Bolloré à prendre le contrôle du système Canal. C'est sous son quinquennat quand même que la plupart des marques privées sont contrôlées. Donc Hollande, grosse responsabilité au-delà de Macron. Parce que souvent on nous dit qu'on est obsédé par Macron, pas du tout. Nous on adore aussi Macron Hollande. Et Bolloré. On adore aussi Hollande et les autres, quoi. Merci beaucoup, messieurs. Merci Gauthier Meignier, un réalisateur avec Emma Faiseau de ce documentaire produit par Investigation, média de haine, Objectif Guerre Civile. Merci Jean-Baptiste Rivoire, fondateur de ce média qui compte sur votre soutien, sur votre générosité.